Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Crypto du jour. Je rappelle que cette émission est dédiée à vous proposer une vision sur votre portefeuille à court terme et moyen terme. C'est-à-dire que c'est pas à vous donner des news pour donner des news, que machin a fait ci, machin a fait ça, on s'en fout totalement. Ce qui compte, c'est que les news qui arrivent sont des news qui impactent votre portefeuille. Et on ne fait pas simplement de la citation de news, on reprend la base des chartes graphiques de Bitcoin, on regarde ce qui est en cours. Je rappelle qu'il y a une autre émission qui est dédiée à l'analyse technique de Bitcoin sur cette chaîne. Et du coup, je fusionne un petit peu les deux sur l'émission d'actu du jour parce que ça vous permet, vous, de pouvoir vous positionner, que vous soyez plutôt trader ou que vous soyez simplement holder en vente ou en achat sur du spot. Ça permet de faire une gestion proactive de votre portefeuille et ne pas holder comme un débile et vous prendre des moins X% parce que c'est ce qui arrive. Hein. Si on prend par exemple Tao, on va regarder un peu sur la charte juste après. Ceux qui hold bêtement se font fracasser à moins que vous ayez acheté le bottom. L'autre point qu'on va regarder également et qui m'intéresse beaucoup, c'est le nombre de wallets Bitcoin actifs. Vous allez voir qu'il est quasiment divisé par deux par rapport à l'ancien cycle. Ça, c'est un signal qui pose question quand même. Et puis, je vais vous faire voir quelque chose d'intéressant aussi sur le bottom qu'on a envisagé, qui est en train de se produire avec le retracement de la ligne de C sur Bitcoin, qui correspondrait à l'étape finale avec exactement le prix moyen d'acquisition des bitcoins par MicroStrategy. Et on peut supposer que cette ligne, elle va arriver plus vite que ce qu'on pense. Allez, je vous retrouve sur l'écran et puis on regarde tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Regardez, carte pas forcément très belle, mais ça, vous l'avez probablement déjà vu quand vous avez ouvert votre portefeuille ce matin. Regardez Tao qui nous fait moins 56% sur 24 mois, sur 12 mois, pardon. On arrive à un creux qui commence à faire peur. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt là dans l'intro, c'est que si vous achetez des tokens qui ont des narratifs ou qui ont une valeur intrinsèque relativement intéressante, je dis bien relativement intéressante comme Tao, même si la valeur ajoutée de ce genre de truc, bon, c'est très discutable, eh bien, vous allez avoir des pertes significatives, mais juste que sur un mois, regardez, sur un mois, vous aviez des opportunités théoriques d'achat sur le TAO qui étaient pas mal, il faut bien l'admettre, mais si vous ne faites pas de trading, ça veut dire que vous ne mettez pas de stop loss, ça veut dire que derrière vous faites démonter votre capital, et moi je suis désolé, mais moins 25% sur un token quel qu'il soit, je ne cible pas TAO en particulier, hein, c'est valable pour quasiment tout, eh bien ce n'est pas normal de perdre 25% sur son portefeuille, et je vois, j'ai reçu quelques messages en privé qui vont dans ce sens-là ou dans un ou deux commentaires en disant comment on fait parce que là ça commence à sentir mauvais. C'est normal, il faut pas simplement hold, il faut acheter à des zones propices, réalléger votre portefeuille quand tout le monde est euphorique. Et puis, bon, vous allez me dire, il n'y a pas eu beaucoup d'euphorie ces derniers temps. Bah oui, mais le peu d'euphorie qu'il y a, eh ben, il faut l'utiliser. Et puis, c'est surtout, il faut savoir vendre sa position. Hein. Que vous soyez même en spot, vous pouvez mettre des stops, etc. pour pouvoir préserver votre capital. Parce que c'est ce qui est le plus important, c'est préserver le capital avant même de faire des gains. Donc je vais pas tous vous les passer en revue, hein, mais ils sont tous comme ça. Si vous prenez Aptos, c'est la même salade, moins 86%. Bon, ce sont des projets qui sont, on le sait, avec des VC, etc. Hyper liquide, bon, lui qui se défend un peu mieux que la moyenne, mais on sent quand même que depuis quelques semaines, là, ça y est, depuis qu'il a lâché les 36-37 $, il commence quand même à mouliner. Au niveau du crypto fear on grid, 25. 25 sur le crypto fear on grid, c'est pas mal parce qu'on est sorti de la zone d'extrême peur, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Donc ça veut tout dire et rien dire, mais ce qui est intéressant, c'est que visiblement, le plus dangereux est arrivé, il est déjà passé, mais rien ne nous empêche de retourner dans la zone. Okay, donc soyez méfiants, attention, c'est pas parce que les réseaux sociaux vont commencer à se réenflammer, ils vont vous retrouver un ou deux narratifs intéressants comme ils savent le faire à chaque fois, et derrière replonger. Donc soyez vraiment méfiants. Au niveau de la carte de la liquidation, là on va rentrer dans le dur de l'émission pour que vous puissiez vraiment vous projeter au moins pour le week-end. C'est qu'on avait envisagé effectivement un retracement aux alentours des 90-91 000 $. C'est ce qui est fait parce qu'il y avait des poches de liquidité. Vous voyez, on voit la trace de ces poches de liquidité qu'il y a ici. Maintenant, je pense qu'on va aller chercher quand même plus bas, aux alentours des 90 pour finir cette poche-là. Et en fonction du marché, comment il réagit, comment les indicateurs se manifestent, on regardera pour peut-être aller rechercher à minima ici les 93 500, pourquoi pas peut-être même les 94, même si j'y crois pas trop parce que regardez, alors je vais passer sur Bitcoin, hop,
Je nettoie un petit peu l'écran pour que ce soit plus agréable pour vous. Voilà. Hop, je rappelle deux, trois choses pour pouvoir mettre du contexte. Je rappelle qu'il y a une émission de trading tous les jours qui est dédiée où on détaille vraiment un peu comme des poupées russes chaque ligne dans les retracements de Fibo, etc. Et les vagues Elliott. Là, je ne vais pas tout refaire. Je vous invite à regarder l'émission. Mais par exemple, si on prend ici, là, vous voyez cette vague qui est une sous-vague elle-même du retracement général. Si je fais le top et que je reviens ici en bas, regardez, 1,61,8, c'était le haut de la boîte. Alors, je suis peut-être pas très parfait sur les mèches, mais si je prends, hop, voilà, hop, regardez, 1,61,8, ça nous amène en haut de la boîte à 94 951 $. Donc 14 951 $. Je répète parce que c'est important. 14 951 $. 14 951 $. Et regardez, 14 951 $, ça nous emmène à peu près ici. Ça veut dire qu'on pourrait remanger là toute cette poche. Alors, ça veut dire aussi que nous, en trading, attention, le stop loss, le mettre aux alentours des 93 500, c'est suicidaire. Hein, parce que là, il y a des grandes chances quand même qu'il soit pris, le stop loss. Donc moi, je pense que mettre le stop loss aux alentours, juste au-dessus là, 94 582, on est bien. On joue la sécurité. 14 000, attendez, je me répète parce que je vais faire des erreurs. 94 582. 94 582. Là, moi, quand j'ai ouvert le trade, je l'étais au-dessus. J'étais justement au 94 500, quelque chose comme ça. Voilà, voilà, j'étais ici. Et ensuite, j'avais envisagé l'idée de baisser mon stop loss, qui devient du coup un stop profit, aux alentours des 93 000 $. Pourquoi? Parce que le trade que nous, on est en train de jouer, je rappelle, c'est d'aller chercher les 74 000 $. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller voir l'émission dédiée sur le trading de Bitcoin. Mais c'est que nous, on considère qu'il y a une baisse d'à peu près 20% là, qui va se jouer sur l'espace des 30 prochains jours. Donc c'est quand même considérable, 20% en volatilité. Pourquoi? Parce qu'on a rebondi dans ce bas aux alentours ici des 94 692, qui étaient les 1,61,8. Donc on pense que la dernière vague va se former. Par contre, dans ce trade que nous venons d'ouvrir, vous savez, ici, on a une petite boîte verte. C'est parce qu'on vend entre 5 et 10% de notre capital en cours sur le trade pour payer au minima les frais de trading et de faire de vous et de moi un trader gagnant sur ce trade. Donc, on a atteint ici la boîte verte, on allège un petit peu. Si vous n'êtes pas encore dans le train, c'est pas trop tard. À mon sens, c'est pas trop tard, mais je pense que j'attendrai éventuellement un petit micro rebond aux alentours des 93-94 000 $. Par contre, je mettrai et je continuerai de mettre mon stop loss juste au-dessus là des 1,61,8 parce que on pourrait venir aller chercher la rapidos des 94 500, mais on pourrait également aller faire une mèche quand même au-dessus de tout ça qui juste pour aller toucher les 1,61,8. Donc vous voyez 95 000 $, là on est vraiment, c'est parfait. Donc là on peut garder notre configuration actuelle, short ouvert dans cette zone, stop loss aux alentours des 95 000 $. Et nos take profit, je rappelle, séquencé, on ne fait pas tout ou rien, c'est jamais blanc ou noir, c'est mitigé avec plusieurs stops, avec plusieurs prises de profit. Là, vous prenez, mettons, 10%, là, vous allez prendre 20%, là, vous allez prendre 30%, et puis vous allez prendre 40%, ce qui est encore beaucoup sur le dernier trade. Donc, vous pouvez plutôt être sur 30% ici, 30% ici, 10% sur celui-ci, et puis vous allez garder un 20, 25, 30% sur le dernier. Bon, les calculs sont peut-être pas bons, Kevin, mais ça t'a compris l'idée. L'idée, c'est de ventiler la prise de profit et aussi d'avoir des convictions. Par exemple, moi, là sur ce trade-là, pour vous donner des chiffres précis, j'ai quasiment 40% à lui seul des profits qui vont être pris dans cette zone. Parce que j'estime que c'est quand même l'ancien top, enfin l'ancien bottom. Donc, est-ce qu'on va aller rebondir un petit peu ou aller direct? Je ne sais pas, je suis comme vous, j'ai pas de boule de cristal, mais statistiquement, c'est une grosse zone ici. Donc vendre une partie, peut-être qu'il y aura un micro rebond là-dedans. Donc moi j'ai 40%, 40% ici, j'ai 10% sur le
le TP de sécu. Et sinon, j'ai 25 et 25 sur le dernier et sur l'intermédiaire. Voilà. Je vous embête pas plus longtemps sur le cours du Bitcoin. Ce que je pourrais vous faire voir, c'est le total market cap. Bon, ça n'a pas vraiment de grande signification. On voit qu'on est dans un canal baissier. Moi, j'applique pas trop de chart graphique sur les total market cap. Je sais qu'il y a des confrères qui le font. Je suis assez réticent à le faire. Je trouve ça oversold. Parce que déjà, il faut savoir que la market cap, son indice est basé sur l'injection de liquidité avec un coefficient qui dépend du total de market cap. Je m'explique. Quand vous avez, par exemple, une market cap là, de 3 trillions, il faut 1 milliard d'argent frais qui rentre sur le marché pour faire augmenter de 6 milliards la market cap. Mais par contre, quand vous êtes à 4 trillions de market cap, eh ben, je crois que de tête comme ça, c'est 1 milliard qui rentre, fait monter plus que de 4 milliards la market cap. Donc, j'ai un gros problème moi avec ça. Et si de toute façon vous prenez toutes les assets là tout de suite maintenant sur la blockchain et que vous en extrayez la valeur, il n'y a pas du tout 4 trillions. Hein. On est plutôt sur peut-être 1 trillion ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc moi j'ai du mal. Mais bon. Allez, je m'éternise pas plus longtemps. Et là, c'est très intéressant parce que vous voyez, ici, c'est MicroStrategy, c'est leur prix moyen d'acquisition depuis le tout début. Et regardez, il est à 75 000 dollars. Et attention, 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 75 000 dollars, qu'est-ce que c'est? C'est à nouveau cette ligne basse là qu'on voit tout en bas sur notre dernier TP. Donc, en réalité, s'il y a une zone que MicroStrategy va chercher à défendre, ça va être celle-ci. Alors, à quel prix? Parce qu'il faut qu'ils aient de la liquidité pour pouvoir le faire. Ils ont 1,2 ou 1,3 milliard de dollars en cash. Donc, avec ça, ils peuvent acheter du Bitcoin. Enfin, 1 milliard sur 4 trillions. Enfin, bon, Bitcoin, c'est pas 4 trillions, c'est 2 et quelques. Bon, ils vont pas non plus faire grand-chose. Hein. Mais par contre, ils vont être proactifs, je pense, sur leur communication aux alentours de 74 000 dollars. Ça, c'est le dernier point sur Bitcoin que je voulais vous faire voir aujourd'hui. Enfin, non, l'avant-dernier, après on va passer au mining. C'est le nombre d'adresses crypto Bitcoin en actives. Voilà, les wallets actives de Bitcoin. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. C'est parce que, en fait, le top, il a été fait en 2021. Et regardez, sur ce cycle, on fait que de baisser, on n'augmente pas. Et en réalité, ça démontre par A plus B que le retail n'est pas venu sur le cycle. Hein, voilà. Ça, c'est un fait. On a beaucoup d'indicateurs qui laissent présumer. Ça, ce sont des données on-chain. Ça ne ment pas. Et je pense que, effectivement, toute la montée qu'on a eue sur Bitcoin, elle a été faite uniquement par les institutionnels, non pas par les particuliers. Et c'est là où on peut se poser des questions sur l'avenir de Bitcoin à court terme. C'est de dire, finalement, c'était censé être une monnaie du peuple, voilà, de la liberté financière, mais en fait, elle est en train de se faire accaparer par les institutions financières. Alors moi, personnellement, je ne suis pas forcément un très grand défenseur de la vie privée, la privacy, machin, etc. Je constate en tant que trader en se disant, bah, l'afflux de nouvelles liquidités, pour l'instant, c'est les institutionnels. Voilà. Et les institutionnels, on sait qu'ils ont un risque management quand même qui est relativement important. Ils feront jamais un 50% all-in sur Bitcoin. C'est toujours quelques pourcents. 1, 2, 3, 4, 5%. Donc, bah, on pense que... Enfin, moi, je fais partie des personnes qui pensent que le cours du Bitcoin n'explose pas à cause de ce type de problématique, le retail n'est pas venu. Et on sait que, quand même, le retail, c'est lui qui a le plus de cash en poche. Hein. Faut pas l'oublier. Vous savez, en France, par exemple, juste en France, c'est 6 000 milliards de dollars de cash sur les comptes bancaires des particuliers. 6 000 milliards de dollars de cash qui dorment sur les comptes bancaires. C'est énorme. Et vous n'avez aucune institution française qui a autant d'argent que le peuple. Le peuple, c'est la raison d'être générale des marchés. Pas de peuple, pas de marché. Et là, le peuple, bah, il n'est pas là. Quoi, hein. Donc, question à suivre de très près. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Enfin, on va finir là-dessus pour Bitcoin. C'est le coût de mining pour le Bitcoin. Je l'avais vu passer il y a quelques semaines, mais je ne vous l'avais pas sorti. Je pense que c'est intéressant dans le moment où on est de vous le sortir maintenant parce que on est revenu ici avec deux indicateurs très intéressants entre le coût moyen de MicroStrategy à 74 000 dollars et qui est également le coût de Marathon. Marathon, très gros acteur du mining, lui, son coût là d'acquisition de Bitcoin, ça lui coûte 74 000 dollars. Si on veut vraiment faire capituler le marché, il va falloir aller en dessous des 74 000. Au minima, débrancher tout le monde là. Allez hop, débrancher tous ces gens-là. Donc moi je pense que les 74 000 dollars, regardez le plateau là, on va aller les chercher. On va aller les chercher. La question c'est quand. Et la question c'est quand. Et je pense qu'en fait cette descente a commencé. Et enfin, bah, pour
on va dire que la boucle va être bouclée par cette annonce. C'est donc Bitwise qui dit, enfin, le directeur de chez Bitwise, enfin CEO pardon, qui nous dit que Stratégie a 1,4 milliard de cash et qu'ils n'ont pas de dette à payer avant 2027. Bref, il n'y a aucune raison qu'ils commencent à vendre des bitcoins. Bon, moi aussi, je fais du violon. Je ne suis pas dans leur compte bancaire. Alors oui, c'est une société qui est cotée, donc on peut aller chercher leur rapport, etc. J'ai d'ailleurs moi-même mis le nez là-dedans, j'ai regardé un peu. Alors oui, il y a du cash, etc. Par contre, ce qui est certain, et là c'est ce que dit pas notre ami de chez Bitwise, c'est que MicroStrategy, leur MNAV1, ça commence à sentir très mauvais. Voilà, vous le voyez ici, pardon. Vous voyez, MNAV1, il est là. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la valeur intrinsèque de la société comparée au stock du Bitcoin, parce que MicroStrategy, c'est du Bitcoin. Hein, ça s'applique à toutes les sociétés, ça, hein, MNAV1. Hein. Et là, en fait, on s'aperçoit que historiquement, MicroStrategy, c'est toujours apprécié à une valeur supérieure de la totalité des Bitcoins en portefeuille. Voilà. Souvent, il a oscillé en MNAV2. Il a fait une pointe sur le MNAV3, donc MNAV1, MNAV2, MNAV3. Enfin, MNAV1, MNAV2, MNAV3, il est même monté vite fait, bien fait, au MNAV 4. Ça, c'était quand il y avait les réorganisations des ETF, machin, patati patata. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un des directeurs de chez MicroStrategy, lui, il l'a dit ouvertement, en dessous 0,90 sur le MNAV 1, on sera obligé probablement de vendre des bitcoins. Voilà. Donc là, tant bien que mal, on tient les MNAV 1. Pour combien de temps? Je ne sais pas. En tout cas, bien sûr, vous pouvez suivre la chaîne. On va suivre de ça de très très près. Je vous invite à vous abonner et à suivre les autres émissions parce qu'elles sont très souvent complémentaires pour vous guider sur vos choix personnels. Que vous soyez trader ou holder, vous trouverez votre compte pour pouvoir vous positionner en entrée ou en sortie du marché. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.